Nous allons évoquer aujourd'hui la loi bancaire examinée par le Parlement et qui prévoit un principe de séparation des activités bancaires. La réforme entend imposer aux établissements d'isoler d'ici à 2015 leurs activités pour compte propre, interdire des pratiques risquées comme le trading à haute fréquence et renforcer le pouvoir de l'autorité de contrôle prudentiel. Une réforme très contestée pour sa timidité par une partie de la majorité pour qui le périmètre des activités isolées est trop étroit, interdisant ainsi une véritable séparation des activités de dépôt et de crédit à l'économie de celles de la banque d'affaires. Le patronat, pour sa part, estime que ce projet de loi bancaire n'est pas une nécessité ni une urgence, mais semble s'en contenter. Pour en parler, j'ai invité Thierry Philippona, le secrétaire général de Finance Watch, une ONG de surveillance des pratiques de la finance créée à Bruxelles en 2011. Bonjour Thierry Philippona. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. On vous voit pas mal en ce moment dans la presse et dans les médias. Un petit mot peut-être pour nous présenter Finance Watch, donc je le disais, créé en 2011 à Bruxelles et qui se veut la voix citoyenne, si je puis dire, la voix civile, une ONG face aux pratiques bancaires et du monde de la finance. Oui, c'est un bon résumé. Finance Watch a été fondé à la suite d'un appel de députés européens qui disait qu'il fallait établir un contrepoids à l'industrie du lobbying de l'industrie financière, afin que eux, en tant que législateurs, entendent les deux sons de cloche et puissent faire leur travail de législateur correctement. Voilà. Vous êtes financé par la Commission européenne. Il y a à peu près 50% de notre budget qui vient de la Commission européenne et les autres 50% sont des particuliers. Tout le monde peut nous soutenir et nous en avons bien besoin. Et puis des fondations philanthropiques. Toutes les fondations qui nous financent sont publiques, c'est sur notre site web, la liste est connue. Alors, un contre-lobby, en quelque sorte, d'un lobby bancaire présenté effectivement comme très puissant en Europe et puis en France aussi. On les a évidemment là aussi entendus, mais comme vous également. Alors, cette loi bancaire française, que faut-il en penser ? Avant que nous ne rentrions dans le détail, d'abord sur la philosophie générale, qu'en pense Finance Watch ? Faut-il rappeler le candidat Hollande en meeting au Bourget ? Mon véritable adversaire n'a pas de visage, c'est le monde de la finance qui a pris le contrôle de nos vies et qu'il faut remettre au service de l'économie réelle. Alors, est-ce qu'on remet avec cette loi bancaire la finance au service de l'économie réelle, Thierry Philippona ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les attendus de cette loi et les objectifs qu'elle se fixe, qui sont de remettre l'économie, plutôt la finance, la banque, au service de l'économie réelle, et puis de réduire ce qu'on appelle le risque systémique, et particulièrement le risque en cas de défaut d'une banque pour le contribuable et pour la société, car on sait que par le passé, très peu en France, mais beaucoup dans d'autres pays, et la France n'est pas exempte que ça lui arrive, les pertes bancaires ont été socialisées alors que les profits étaient privatisés. Donc la loi vise à mettre en place une architecture qui permette de régler ces questions. Et le gouvernement nous a dit que pour atteindre ces objectifs, qui de notre point de vue, à nous, Finance Watch, sont de bons objectifs, il fallait faire deux choses. Il fallait séparer les activités bancaires, d'une part, et puis d'autre part, mettre en place un régime, un système qui permette de gérer les problèmes d'une banque, si problème il y a et quand problème il y a. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la résolution d'une banque. La résolution d'une banque, ça veut dire tout simplement intervenir avant la faillite afin que ça ne dégénère pas. Alors on va y revenir parce qu'on en parle effectivement moins que la question de la séparation des activités, mais c'est, vous avez raison, tout à fait essentiel, histoire que le contribuable ne soit pas obligé en dernier recours de mettre la main à la poche si jamais. Alors pour rester primo sur la question de la séparation, le gouvernement a choisi dans un premier temps de ne pas cantonner la tenue de marché dans les filiales spéculatives. On va revenir aussi sur ce que le Parlement a décidé à travers la Commission des finances. Pour vous, c'est tout à fait décevant. On n'est pas dans les objectifs initiaux de la loi avec donc cette volonté de ménager en quelque sorte ces activités que vous jugez spéculatives. Alors, le critère qu'a pris le gouvernement pour séparer, c'est un critère d'utilité. Jusque-là, on se dit, ça a beaucoup de sens, l'utilité, séparer ce qui est utile et pas utile. L'utilité, dans ce projet de loi, est définie comme le fait de réaliser une opération avec un client. À partir du moment où on dit, si je le fais avec un client, c'est utile, eh bien, devinez quoi, dans une banque, l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des opérations sont faites avec des clients. Donc, si l'utilité, c'est de faire avec un client, eh bien, concrètement, on dit, puisque je le fais, c'est utile, donc je ne sépare pas. Nous avons été un certain nombre de voix
à le dire dès le mois de décembre quand le projet de loi est sorti. Aujourd'hui, il n'y a même plus de débat, puisque les grands banquiers, M. Oudéa devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Papias qui dirige la banque d'affaires de BNP Paribas à la fin de l'année dernière, ont reconnu que l'un, cela impacterait 0,75% de son produit net bancaire, l'autre 0,5%. Bon, au moins tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de séparation, et la raison pour laquelle il n'y a pas de séparation, c'est que le critère est retenu des opérations faites avec des clients. Alors, est-ce que pour vous, c'est dommageable ou est-ce que vous comprenez, et c'est ce que soutenait la Fédération bancaire française, que c'est une activité importante qui assure la liquidité sur les marchés et que donc il ne faut pas la cantonner comme une activité sale? Alors, ce n'est pas sale du tout, les activités de marché. C'est utile, c'est même souvent, pas toujours, souvent indispensable. Indispensable au sens de extrêmement utile. Alors, pourquoi voulez-vous le cantonner ? Alors, je vais vous retourner la question. Est-ce que les industries agroalimentaires ou automobiles sont utiles? Je pense que vous allez me répondre oui. Est-ce qu'elles bénéficient d'une garantie publique et d'un soutien de l'État, notamment pour se financer? La réponse est non. Enfin, en ce moment, avec PSA et sa banque, pour le coup, on n'en est pas très loin. Et puis, concernant l'agroalimentaire, peut-être qu'il faudrait garantir, au contraire, la viande de bœuf. Très. Sujet d'actualité. Très sérieusement. La question n'est pas de savoir quelles sont les activités utiles ou pas utiles. La question est de savoir ou de prendre conscience que les banques, de par leur activité, notamment de l'activité de dépôt et de crédit, qui, comme on le sait, sont intimement liées, bénéficient d'une garantie explicite de la collectivité. La raison pour laquelle la collectivité, de façon fort justifiée, donne cette garantie à cette activité, c'est que le dépôt, le crédit sont indispensables pour vous et moi. On ne peut pas vivre sans. Si ça s'arrête, on ne peut pas travailler, vous et moi, demain matin, on ne peut pas vivre. Les autres activités, qui sont parfois utiles, parfois neutres et parfois beaucoup plus contestables, mais oublions ce débat sur leur utilité effective, ne sont pas vitales à tout moment. La collectivité, en donnant sa garantie à l'ensemble des activités de marché, contribue à leur croissance indéfinie, y compris pour toute cette partie qui ne contribue pas à l'économie réelle. Alors, je comprends votre raisonnement, Thierry Philippona. On va rappeler que l'activité de tenue de marché, ça consiste à offrir à un client la possibilité d'acheter ou de vendre à tout moment un actif, ce qui assure la liquidité, absolument. Nous sommes d'accord, du marché, quel que soit donc l'état de la bourse. En quoi on est dans des activités qui peuvent être spéculatives? Est-ce que vous avez un ou deux exemples de tenues de marché qui sont néfastes, donc inutiles, selon vous, à l'activité des banques est spéculative? Alors, je vais vous donner deux exemples très précis, sachant que ce n'est pas forcément néfaste pour autant, mais c'est très précis. Une banque fait de la tenue de marché sur des obligations d'État, activité utile, il n'y a pas de débat sur son utilité. Son client vient lui vendre une position en obligation du Trésor français. Par définition, le teneur de marché tient une position, et puis le marché, il va évoluer en permanence. Et l'évolution de cette position, par définition, va créer une position de marché. Donc la possibilité de scinder ce qui est tenue de marché et évolution en permanence des cours est extrêmement difficile dans la réalité de cette activité. Et j'ai envie de dire, c'est bien normal. D'ailleurs, je constate que quelqu'un comme Frédéric Oudéa le dit, et je suis 100% d'accord avec lui quand il dit ça. La distinction de ce qui est évolution d'un compte propre et évolution de la tenue de marché sur ce type d'activité est extrêmement difficile. Beaucoup plus important parce que les impacts économiques sont beaucoup plus considérables. Quand vous regardez ce qu'est la tenue de marché sur l'activité de produits dérivés, sachant que les activités de produits dérivés se réalisent sur des montants considérables. On rappellera que les encours de produits dérivés dans le monde, c'est 12 fois le PIB mondial et que les banques françaises ont une position dominante ou en tout cas extrêmement importante sur le sujet. Ou du moins l'ont eu, oui. Ah, BNP Paribas, les chiffres ou la Société Générale à une époque. Oui, la Société Générale a toujours des encours de produits dérivés sous-jacents qui représentent 10 fois le PIB de la France. BNP Paribas, 24 fois le PIB de la France. Donc on n'est pas en train de parler de petits montants. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les montants notionnels sous-jacents. Donc non, c'est toujours absolument considérable. Quand on prend une activité comme le produit dérivé, si je cote, moi, banque, un produit dérivé, je suis teneur de marché. Mais un produit dérivé, sa valeur évolue avec X paramètres, tous complexes au niveau du marché, les taux d'intérêt, la volatilité. Est-ce qu'on appelle encore ça la spéculation? Est-ce qu'on appelle ça de la gestion de risque? Est-ce qu'on appelle ça autre chose? Moi, je ne sais pas. Et au bout d'un moment, les mots ne veulent plus rien dire. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est une activité de marché, c'est une activité
risquée et c'est une activité dont la nature est complètement différente de celle du crédit. Alors, Thierry Philippona, les banques disent qu'elles ont peu d'activités spéculatives aujourd'hui, notamment les banques françaises, qu'elles se sont beaucoup... elles ont profondément changé depuis 5 ans, qu'elles se sont transformées et elles estiment que la tenue de marché est bonne pour la compétitivité de l'économie française et pour le financement des entreprises. Est-ce que vous êtes d'accord avec elles, notamment parce qu'avec BAL 3, les entreprises devront de plus en plus aller vers le marché? Je suis tout à fait d'accord avec les banques. Vous êtes souvent d'accord avec elles? Absolument, je suis souvent d'accord avec les banques. Techniquement, la tenue de marché est utile aux entreprises quand elle est réalisée avec une entreprise. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'environ 7% de l'activité de tenue de marché est réalisée avec des entreprises. 7%. 93% de l'activité de tenue de marché est réalisée avec d'autres financiers. Ça, ce sont des statistiques de la Banque des règlements internationaux. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation, mais ce qui est aussi amusant, c'est que les banques, mais c'est leur jeu, se concentrent toujours sur la fraction de la tenue de marché qui concerne les entreprises, plus facile à vendre, mais toute la fraction, c'est une grosse fraction, 93%, qui concerne les transactions avec d'autres financiers qui ont une nature, on va dire, différente, pour le dire pudiquement, on n'en parle jamais. Sur le marché d'échange, 4% des transactions sur le marché d'échange correspondent au fait de changer des devises liées au commerce international, l'économie réelle. Les 96% restants sont de la pure spéculation. Alors, et concernant le volet de la compétitivité, que c'est essentiel pour leur PNB, en quelque sorte, et vous avez vu que Pierre Moscovici dit qu'il a en tête l'emploi dans la banque. Il a bien raison. En établissant sa loi, surtout qu'aujourd'hui, la banque de dépôt connaît une progression moindre de ses résultats. Alors, il a raison là aussi? Il a raison d'être préoccupé par l'emploi. Bien évidemment que l'emploi est important, et il est même essentiel. Mais les banques françaises utilisent 400 000 personnes aujourd'hui. Qui nous dit qu'une structure bancaire plus efficace pour l'économie n'en emploierait pas 500 000? Puisqu'on sait très bien qu'une réforme aurait pour but de promouvoir la banque commerciale, celle qui prête à l'économie réelle, et que cette partie de la banque emploie beaucoup plus de salariés que la banque de marché. Alors, pour abonder dans votre sens, vous avez quand même vu que je parlais tout à l'heure non pas d'une fronde, mais encore mais d'une forte interrogation, et ils le font entendre, des partis gauches de la majorité. Alors, vous avez vu que les députés de la Commission des finances ont décidé de rendre possible tout de même un cantonnement d'une partie des activités de marché par Bercy, par le ministre des Finances, soit en définissant un volume plafond, soit en traçant la frontière entre activité utile à l'économie et activité spéculative. Est-ce à dire que le ministre pourra modifier le cursus en fonction de différents paramètres et donc réduire la part spéculative en l'isolant plus? Ça devrait vous rassurer, ça? Oui et non? Oui et non. L'idée, c'est d'aller vers quelque chose qui permet effectivement de faire ça. Après ça, il y a au moins 2 questions et une grosse ambiguïté sur cet amendement. La première question, c'est la notion de possibilité. Tiens, il y a la possibilité de le faire, mais pas l'obligation. Alors ça pose 2 questions, 2 sous-questions, j'ai envie de dire. Du point de vue des banques, elles ne vont pas savoir où elles mettent les pieds. Et vous voyez, là, je défends les banques. Si elles disent, attendez, moi, je ne sais même plus quelle est la règle du jeu, du jour au lendemain, on peut me dire, tiens, ça bascule, je comprends très bien qu'elles n'aiment pas cette incertitude. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait un seuil strict, parce que là on nous dit qu'il y a la possibilité de faire un seuil et de faire basculer, qu'il y ait un seuil strict qui s'applique à toutes les banques et non pas un seuil qui varie de banque à banque, parce que je ne suis pas convaincu qu'il faille avoir de l'arbitraire de ce type, et puis que le jeu soit défini à l'avance. Et puis par ailleurs, dans cet amendement, il y a une ambiguïté, c'est-à-dire que si on atteint ce seuil, dont on ne connaît rien aujourd'hui, est-ce que c'est l'intégralité de la tenue de marché qui bascule dans la filiale, ou est-ce que c'est la fraction au-dessus du seuil? Si c'est la fraction, ça n'a techniquement aucun sens. Parce que ça veut dire que, tiens, je viens de dépasser le seuil, ma transaction supplémentaire est filialisée. Quand on voit la réalité d'une salle de marché, ça n'a pas de sens. Donc pour le moins, cet amendement a besoin d'être retravaillé. Bon, alors pour Karine Berger, députée PS, le pouvoir politique prend à tout moment la possibilité de limiter donc, la banque d'investissement, et c'est une bonne chose pour elle. Et puis pour Laurent Cialou, prof d'éco et spécialiste, voilà, des questions de régulation bancaire, c'est laisser la porte ouverte, je la cite, au lobbying bancaire. Alors, Thierry Philippona, est-ce que ce n'est pas beaucoup de choses pour réguler un secteur qui finalement s'est autodiscipliné, se porte pas si mal que ça, a réussi sans trop d'entraves
sa réduction de bilan et que ils sont au rendez-vous de la demande de crédit, plus 1,7% en 2012. Voilà, pourquoi finalement réguler une activité essentielle pour notre pays qui se porte pas si mal et qui connaît peu de scandales bancaires, contrairement à la Suisse, à la Grande-Bretagne ou à l'Allemagne? Alors la question principale, c'est la question de au cas où il y aurait un accident bancaire. Ça, on va en parler. Je parle au conditionnel, mais c'est une question absolument fondamentale. Qu'advient-il pour la société? D'accord. Qui va supporter les pertes si une banque a un accident? Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On sait, pour situer dans le contexte, que suite au sauvetage des banques britanniques par l'État britannique, la dette publique britannique a augmenté de 50%. Et que les Britanniques vont payer pendant 20 ou 30 ans. Oui, pareil l'Irlande. Pareil pour l'Irlande. On connaît la situation en Espagne aujourd'hui. Ce sont des situations qui sont dramatiques, je n'hésite pas à le dire, et qui, qu'à Dieu ne plaise, pourraient arriver en France. Je ne dis pas qu'elles vont arriver, je n'en sais rien, je ne le pense pas, je ne le souhaite bien évidemment pas, mais il ne serait pas responsable de dire qu'il n'est pas possible que ça arrive. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu hors sujet alors qu'aujourd'hui les banques commencent à rembourser par exemple la BCE et que chacun s'accorde à dire que la situation s'améliore, que l'Irlande va finalement s'en sortir malgré effectivement la lourdeur de son plan payé par les contribuables et que nul n'était besoin d'aller à une situation islandaise en quelque sorte? Alors je ne pense pas du tout être hors sujet. Fort récemment, la 4e banque néerlandaise fait faillite, SNS Real. Cette banque, quand l'autorité bancaire européenne a fait des stress tests de toutes les banques européennes en juillet 2011, était sortie avec un meilleur classement que 2 des 4 plus grandes banques françaises. Alors après ça, je n'en tire aucune conclusion. Tout ce que je dis, c'est que la possibilité n'est pas à zéro. D'accord ? Il y a la possibilité et qu'il est de la responsabilité des responsables politiques d'anticiper au cas où il y aurait un problème. Et alors, comment expliquez-vous aussi qu'il y ait peu de scandales aujourd'hui, malgré tout, touchant les banques françaises, contrairement, je le disais, aux banques allemandes, par exemple la Deutsche Bank est dans je ne sais combien de scandales en ce moment, les banques britanniques avec effectivement les malversations sur le Libor, les banques suisses, UBS, on va rester pudique, les banques françaises sont quand même des bons élèves, non ? Toutes choses égales par ailleurs, moi je n'ai pas les moyens de vérifier ce qui se passe sur chaque poste de trading de chaque banque française. Toutes choses égales par ailleurs, les banques françaises sont plutôt bien gérées et savent ce qu'elles font et ont des systèmes de contrôle qui sont plutôt bons. Il y a des exceptions, il y a des problèmes, il y en a eu, on les connaît, ils ont fait grand bruit. Mais en moyenne, c'est plutôt bien géré. Mais ça n'exonère pas les banques françaises de leur responsabilité vis-à-vis de la société et du fait que aujourd'hui, il y a toujours un gonflement des activités de marché qui crée structurellement une fragilité du système, parce que qui dit plus d'activités de marché dit plus d'interconnexion entre les banques, et que ça, s'il y a le moindre accident bancaire, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, en parlant d'accident bancaire, et c'est le deuxième gros volet de cette loi dont on parle effectivement beaucoup moins que la séparation, vous aviez raison de le rappeler, Thierry Philippona, la question donc de prévoir un régime de prévention et surtout de résolution des crises bancaires permettant de mobiliser les actionnaires, mais surtout les créanciers, enfin du moins certains. C'est prévu par la loi, ça, pour que ce ne soit pas le contribuable, en dernier recours, qui paye. Ça, c'est de nature à vous rassurer ou pas? Ou est-ce que vous pensez que la loi, là aussi, vise à côté? Alors, la loi fait une toute petite partie du chemin, mais ne fait absolument pas ce qui est nécessaire sur ce sujet-là. Parce que vous voudriez que tous les créanciers, en quelque sorte, soient solidaires. Alors, il n'y a pas que moi qui veux que tous les créanciers puissent se voir imputer les pertes, parce que le sujet, on sait bien, c'est la socialisation des pertes avec la privatisation des profits. Aujourd'hui, les lois ou les réglementations qui se discutent et se mettent en place partout, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au niveau de l'Union européenne, prévoient expressément que tous les créanciers puissent prendre des pertes. Pourquoi ? Parce que sinon, on n'aura pas une masse de capitaux suffisante pour absorber les pertes avant que les contribuables soient appelés à la rescousse. Dans le cas du projet français, il y a, alors clairement, les créanciers dits subordonnés, on sait qu'il existe 3 catégories, les subordonnés, les juniors, les seniors, bon, dans un ordre de hiérarchie en cas de problème. Les subordonnés vont payer, les juniors, a priori, il peut y avoir des ambiguïtés, je vais vous illustrer dans une seconde les ambiguïtés de la position de la France à ce niveau-là, et les seniors sont protégés. La France est le seul pays au monde, la seule juridiction au monde à faire ça. Alors, comment vous l'expliquez? Ça, c'est l'influence du lobby bancaire, vous pensez, auprès de Bercy? Écoutez, pour le moment, je ne sais pas comment je l'explique, mais je le constate. Et ce que j'aimerais,
et là je suis solennel, c'est que le monde politique tranche. Et je vais vous dire pourquoi je pense qu'il faut que le monde politique tranche. Nous, chez Finance Watch, on a été chercher la réponse de la France à la Commission européenne sur ce sujet-là, parce qu'il y a une directive européenne sur ce sujet. La France est le seul grand pays européen qui a répondu à la Commission européenne qu'elle était contre le fait que les créanciers dits seniors puissent prendre des pertes. Ce qui veut dire implicitement que la France préfère que ce soit le contribuable qui prenne les pertes. Alors rappelez-nous qui sont ces créanciers seniors et en quoi, quelque part, ils pourraient, si jamais on devait donc les solliciter, ça pourrait mettre à mal tout le modèle de la Banque universelle à la française, en quelque sorte. Mais ça ne pourrait pas le mettre à mal. Et on est dans un système de responsabilité économique, et ceux qui ont les bénéfices, les profits ou les revenus, eh bien, s'ils touchent des bénéfices, des profits ou des revenus, c'est précisément parce qu'ils prennent un risque. Si vous voulez jouer au jeu de pile vous gagnez, face je perds, je suis certain que vous allez aimer beaucoup ce jeu et que vous allez jouer et rejouer. Le problème, c'est que ce jeu peut coûter très cher à la société. Donc, il faut que les politiques décident, et il est vraiment très frappant dans le contexte actuel que la France refuse de mettre ça dans le projet de loi, que les réponses de la France officielles, ça se trouve sur les serveurs de la Commission européenne, vont dans ce sens-là, et qu'en même temps, on nous dit il ne faut plus que ce soit les contribuables qui prennent les pertes. Il faut que la France décide, mais aujourd'hui, c'est pour le moins ambigu. Alors, vous avez vu que la Grande-Bretagne, qui était le pays le plus touché, bien évidemment, par la réforme en potentiel et qui vise à protéger la City, eh bien, n'hésite pas finalement à se rapprocher du Glass-Steagall Act feu l'acte américain. Londres serait prêt donc à menacer de scinder les banques universelles. Et puis il y a le rapport Liikanen, vous en parliez, du côté de Bruxelles. Alors vous pensez qu'ils auront une position plus dure que Paris et que Paris va devoir se ranger en quelque sorte à la volonté de Bruxelles ? Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la transposition du rapport Liikanen, qui n'est qu'un rapport de recommandation en proposition législative. La Commission a annoncé qu'elle ferait une proposition législative au 3e trimestre de cette année, on va dire cet été, début ou fin de l'été, je n'en sais rien. Le grand danger qu'on a aujourd'hui, c'est que si la France passe une loi avec un contenu plus que minimaliste, si l'Allemagne passe une loi avec un contenu pas considérable non plus, parce que l'Allemagne a également un projet de loi sur la table, que ces lois passent juste avant l'été. On sait très bien que dans le débat européen, si la France et l'Allemagne passent des lois, la possibilité de l'Union européenne de sortir un projet législatif sur le même sujet qui ne va pas dans le même sens que la France et l'Allemagne est extrêmement faible. Donc là, on a un grand danger de préemption de ce débat essentiel, parce qu'encore une fois, il s'agit de protéger la société par des pays qui ne veulent pas mettre en œuvre mais alors je vous repose ma question, j'évoquais le travail, mais après tout légitime, il est dans son rôle du lobbying bancaire. Quelle est la position de Bercy? Comment vous analysez, ou la position plus politique jusqu'à Matignon et à l'Élysée, sur ce sujet qui était pourtant un engagement très fort du candidat Hollande, je le disais, au Bourget, et qu'aujourd'hui on est dans un recul? Est-ce que ce n'est pas aussi un principe de réalité qui s'impose parce que la situation est beaucoup moins brûlante qu'il y a encore quelques mois, Thierry Philippona? Elle est moins brûlante, je n'en suis pas certain. La fragilité du système bancaire est absolument considérable partout. Je ne dis pas les banques françaises plus que les autres. Elles sont certainement pas pires que les autres, mais on ne peut pas dire que le système bancaire soit florissant, ce n'est pas vrai. Donc la question, et je reviens sur cette question de protéger la société contre un défaut potentiel, est vitale. Et la réponse à votre question, c'est qu'il faut que le politique reprenne la main, et notamment reprennent la main vis-à-vis de toutes les autorités, on va dire, intermédiaires qui interviennent à tous les niveaux de la législation, en fixant les grands principes. On va conclure. Alors, Lehman Brothers en 2008, après je le disais, 2011, on a beaucoup vu les banques, 2011-2012 d'ailleurs aussi, sur la réduction du bilan, et puis d'essayer de faire la chasse aux mauvaises pratiques. Comment voyez-vous 2013 pour les banques? Quel sera le sujet important pour elles? Est-ce que c'est la question du risque à l'économie, du risque des crédits de nouveau qui pourraient s'imposer? La question essentielle pour les banques, c'est d'arriver à trouver cet équilibre dans les différentes réglementations qui fleurissent, qui ont le paradoxe souvent d'être extrêmement détaillées, mais ne pas forcément traiter les sujets essentiels, et puis de reprendre leur activité. Donc ça, c'est vraiment une question essentielle pour les banques. Le tout dans un contexte financier et économique qui est particulièrement fragile, notamment du fait de l'instabilité de la zone euro et puis de la crise de crédit sur la zone euro. Bon, on va garder nos banques universelles à la française, qui donc pour certains auraient bien marché malgré tout, Thierry Philippona.
Allez, un silence éloquent. Merci d'avoir été mon invité, donc Thierry Philippona, secrétaire général de l'ONG Finance Watch, basée à Bruxelles. Merci. Merci.